Audio Jungle. Audio Jungle. Grâce au mouvement de la symétrie, le développement volumétrique du sinus au cours de la vie via un phénomène de surpression intrasinusienne. La sécrétion d'un mucus qui a comme fonction de tapisser, lubrifier, protéger l'épithélium sous-jacent contre les irritants, certains virus et certaines bactéries. Le réchauffement et l'humidification de l'air inspiré. Au cours de la vie, il va avoir une modification du volume, due à une perte de la hauteur osseuse crestale, due à un phénomène par pneumatisation, dû à problème de résorption, on connaît tous la résorption centripète du maxillaire. Donc on a beaucoup de phénomènes qui vont nous donner cette résorption et la diminution et l'augmentation du volume du sinus maxillaire. Pour les techniques chirurgicales, avant de commencer et de parler des techniques chirurgicales, je rappelle les 5 concepts for dental implant success qui résultent de l'union de 5 paramètres. C'est le past medical history, c'est le passé médical du patient. C'est ça qui va nous pousser, nous laisser s'arrêter devant une chirurgie sinusienne. La chirurgie elle-même, l'examination et l'occlusion. Fixed Removable Prosthetic, ce que ça veut dire, c'est le choix de la réhabilitation. Après, on va partir vers des réhabilitations fixes ou des réhabilitations qui sont amovibles. Le dental imaging, ça veut dire c'est le compte rendu radiologique et c'est ça qui va nous faciliter la chirurgie et la prise en charge des problèmes qui sont en cours et la gestion des problèmes en cours et post-chirurgical. Et ça, ce qui va donner le succès. Avant de parler des techniques chirurgicales, bon, il y a plusieurs classifications, mais ça reste les deux classifications qui sont bien connues. C'est la classification de Mich, qui est faite en 87. Cette classification, elle prend en considération que pour Mich, c'était à l'époque un implant moins de 10 mm et on ne peut pas le poser. Donc c'était pour lui, c'est plus de 10 mm. Deuxièmement, il avait toujours le soin de laisser 2 mm par rapport aux organes nobles, c'est-à-dire les nerfs et les sinus. Donc pour lui, c'est 10 mm, c'est le minimum, avec 2 mm de sécurité. Donc pour lui, c'est le SA1, c'est la hauteur résiduelle supérieure à 12 mm. Et là, pour lui, on ne fait pas de chirurgie de sinus, donc on pose une pose implantaire qui est normale. Le SA2, c'est une hauteur résiduelle comprise entre 8 et 12 mm. Et là, pour lui, on peut partir pour une élévation par voie crestale pour pose d'un implant de 10 mm. Une hauteur résiduelle entre 5 et 8 mm, il est alors nécessaire de réaliser un comblement sinusien par voie latérale. Une hauteur résiduelle inférieure à 5 mm, là, il faut une reconstitution du sinus maxillaire. Une autre classification, c'est celle de Jensen. Pour lui, on peut aller jusqu'à 8 mm pour poser un implant. 10 mm, on peut toucher le sinus. Donc, il a tranché 2 mm. Donc, présence de 10 mm au plus. Donc, pour lui, il n'y a pas de complément nécessaire. De 7 à 9, donc la technique de complément sinusien la plus adaptée, c'est par voie crestale. De 4 à 6, donc on est là pour une reconstruction maxillaire par un abord latéral. Voilà un schéma explicatif. Donc le A, ça ne sert à rien, donc on peut rentrer dans le sinus par voie crestale sans rapport de matériaux. Le B, c'est voie crestale ou voie latérale avec apport de matériaux. Le C et le D, c'est toujours le bon grafting, il faut un apport osseux en voie latérale, laisser reconstituer et après pose d'implantaire. Les indications des greffes sinusiennes, la catégorie SA2, SA3, SA4 de Mich, une réparation d'une fistule oro-antrale, un refus de la prothèse adjointe, une reconstruction du maxillaire suite à un cancer pour fermeture et la mise en place de prothèses maxillofaciales. Les facteurs de risque chirurgicaux. Là, c'est très important de bien étudier la bouche et prenez le soin de déceler tous les problèmes.
de déceler tous les problèmes qui peuvent nous nuire pendant la chirurgie et même après la chirurgie. Donc il faut prendre le soin d'étudier la bouche correctement, déceler toutes les manifestations qui peuvent nous arriver et prévenir les problèmes au cours de la chirurgie et même après la chirurgie. Pour cela, il faut voir l'hygiène de la vie du tabac, alcool comme des facteurs, des facteurs à risque qui peuvent nuire pour l'acte chirurgical. L'hygiène bucco-dentaire aussi. L'ouverture buccale qui doit être une ouverture qui va nous permettre un acte chirurgical qui est simple, sans problématique. Donc on sait tous que travailler dans la région postérieure, ça va poser un problème lors d'une ouverture qui est très très limitée. Donc il faut bien évaluer cette ouverture buccale. L'espace prothésico-occlusal, on doit l'évaluer avant. Ça ne sert à rien de faire une chirurgie d'élévation de sinus pour un espace prothétique qu'on n'arrive pas à gérer, soit s'il est en excès et on se retrouve avec des courants qui sont très très longs, inesthétiques, ou soit il est très très bas et là on fait une chirurgie qui doit prendre en considération le rapport interarcade qui est très très important. Aussi l'épaisseur et la forme de la crête, faire une chirurgie de sinus lift pour élévation et se trouver avec une arcade ou un os qui est très fin, ça ne sert à rien. Donc il faut prévoir des techniques d'expansion, des techniques de greffe par rapport à bord latéral d'apposition pour bien, parce que l'objectif toujours, ce n'est pas la chirurgie, c'est la mise en place de la prothèse à la fin. L'examen des modèles aussi, donc ça va nous faciliter la tâche. Les wax-up, donc c'est prévisualisation de la prothèse à la fin. L'examen de l'occlusion, les parafonctions, les bruxismes. Donc on sait tous qu'un bruxomane, c'est entre parenthèses, c'est une contre-indication même absolue de l'implantologie. Donc si on fait une chirurgie de sinus lift chez un patient qui présente une bruxomanie non traitée, où on ne prévoit pas un traitement qui est contenu par des gouttières de libération occlusale, ça ne sert à rien de faire cette chirurgie. Si le patient ne sera pas coopérant, si le patient il va rester dans son bruxisme, il ne va pas porter sa gouttière, il ne va pas faire son traitement psychologique aussi. Les contre-indications, ça reste les mêmes contre-indications de la chirurgie en général, c'est les pathologies cardiovasculaires, entraînant un risque d'endocardite infectieuse, les pathologies hématologiques, on risque les désordres érythrocytaires, les pathologies endocriniennes telles que le diabète s'il est ni traité ni équilibré, les pathologies hépatiques, les pathologies osseuses, les myélomes multiples et la fibrodysplasie. La radiothérapie des maxillaires de moins de 12 mois. Donc tout ça, ça rentre dans des contre-indications qu'on ne peut pas toucher à un sinus. Encore l'état d'immunodéficience important, les addictions sévères, les psychopathies, la non-coopération du patient, c'est un élément qui est très clé dans la chirurgie des sinus, dans toute la chirurgie implantaire. Un patient non coopérant, il faut le déceler dès le début, il ne faut pas entrer dans des aventures parce qu'on va avoir plusieurs casse-têtes, plusieurs problèmes. Les infections du sinus maxillaire, les sinusites aiguës, les hypoplasies ou aplasies sinusiennes, les kystes et tumeurs du maxillaire, les maladies parodontales sévères et non traitées et les distances intercrêtes excessives. Des contre-indications relatives en rapport avec les antécédents d'infarctus de myocarde de moins de 6 mois, une ostéoporose, une femme enceinte. Bon, il n'y a pas de contre-indication vraie pour la femme enceinte, mais ça ne sert à rien de faire une chirurgie chez une femme enceinte. Donc, c'est juste éthiquement, ça ne sert à rien. L'intoxication tabagique modérée, tabagique devra être stoppée minimum 2 semaines avant l'intervention, des rhinites allergiques, des mucocèles expansives, des sinusites chroniques et des infections d'origine dentaire. Avant de prévoir une chirurgie ou un acte sur le sinus, il faut faire un bilan préopératoire. Consiste un bilan médical bucco-dentaire, questionnaire confidentiel, antécédents médico-chirurgicaux. Toujours, il faut évaluer le profil psychologique du patient, l'examen exobuccal, l'examen bucco-dentaire, bilan radiologique. Le bilan radiologique, il ne doit pas intéresser juste la région à implanter, c'est l'erreur. Il faut un bilan qui est global. Le bilan global, le sinus, c'est juste, on va intégrer cette chirurgie pour une prise en charge de une réhabilitation orale.
Ça veut dire si le patient il présente d'autres problèmes, il faut l'évaluer, il faut les intégrer durant cette chirurgie et voir l'incité de cette chirurgie dans une réhabilitation orale. Faire un sinus maxillaire, un sinus lift à côté des dents qui sont délabrées, une parodontite, on peut passer à côté, on peut passer par des bridges, on peut passer par d'autres moyens pour traiter ce manque de dons pour cette réhabilitation totale, mais ça doit rester dans un contexte qui est global. Il ne faut pas se figer sur un sinus, rapport d'une dent manquante, une région postérieure à élever, et du coup, donc on va passer à côté d'une réhabilitation qui est correcte, et le pronostic sera très mauvais à court, moyen et long terme. Donc c'est avec des radios panoramiques et des clichés rétro. Le bilan radiologique aussi par une tomodensitométrie ou un bilan Colbim maintenant, ça permet une évaluation quantitative et qualitative du sinus, évaluer l'ostium et sa perméabilité, l'épaisseur de la membrane sinusienne, la présence de septums sinusiens qui vont être plus ou moins un problème lors de la chirurgie du sinus, l'épaisseur de la paroi antérolatérale il faut voir combien on doit forer, on doit limer avant de rencontrer cette fameuse membrane, et la position de l'artère alvéolo-entrante, s'il est intraosseuse, muqueuse ou mixte, et aussi son épaisseur, parce qu'une petite artère, ça ne pose pas de problème. Des artères de grand calibre, ça peut donner un risque hémorragique qui est vraiment très difficile à gérer pendant la chirurgie, et ça peut donner un risque qui est vital. Les prescriptions, comme vous savez, donc c'est une chirurgie qui présente un fort taux de contamination. Donc, on préconise une antibioprophylaxie qui va commencer soit 1 heure avant l'acte, c'est 1 gramme per os 1 heure avant l'intervention. Des antalgiques, bon, maintenant on commence les antalgiques, c'est 1 heure avant aussi, du type paracétamol. On peut ajouter aussi des antalgiques de type 2. C'est la codéine qui a aussi un caractère antitussif. C'est tout qui peut entraîner une pression supplémentaire sur la membrane sinusienne, favorisant l'introduction des bactéries. Les décongestionnants, le but c'est que libérer l'ostium pendant 3 ou 4 jours après la chirurgie. Des glucocorticoïdes, maintenant, on les débute avant l'acte chirurgical d'une demi-heure ou 1 heure avant de rentrer. Donc, on ne va pas attendre l'inflammation. Donc, on fait une prévention par des corticoïdes. Les recommandations post-opératoires, ne pas se moucher pendant 2 semaines, éternuer la bouche ouverte afin de diminuer la pression intrasinusienne, ne pas prendre l'avion pendant 1 mois, pas de plongée sous-marine aussi. On rentre dans la description de la technique. On a 2 types de techniques. On a l'abord crestal. L'indication, c'est petit soulevé de la membrane pour la pose implantaire. Lors de cette chirurgie, l'abord se fait par des ostéotomes. Elle est indiquée lorsque la hauteur est inférieure ou égale à 8 mm. Ces ostéotomes, ils ont un bout concave et avec un diamètre qui est gradué. Le but de ces ostéotomes, c'est on va comprimer les trabécules, on augmente la densité osseuse grâce à ces ostéotomes. On va, grâce à leur bout qui est concave, permettre la fracture du plancher, soulever la membrane, et puis avec les ostéotomes aussi, donc on peut introduire le matériau qu'on veut, d'une façon qui est sûre, et on ne va pas consommer de l'os parce que déjà quand on a un maxillaire postérieur qui présente un sinus qui est volumineux, les gens qui font de la chirurgie, ils savent que toujours on est dans un os qui est de type 4 la plupart du temps. Ce os de type 4, il ne mérite pas d'être foré, donc de préférence, il faut le comprimer, le compresser pour avoir une bonne stabilité post-implantaire. Donc la technique est la suivante, donc on fait c'est un petit forêt pilotage et on continue à faire, on commence ça avec des forêts ou des forêts pilotes, et puis on passe une série d'ostéotomes. Une fois on arrive au ostéotome souhaité avec l'implant qu'on veut, donc on met notre implant. Si on veut ajouter du matériau de comblement avant de mettre l'implant, on met le matériau en premier, puis on met l'implant après. Donc
Voilà, donc une petite réhabilitation du sinus, du sinus par un apport crestal. Et vous voyez maintenant avec l'apport, donc on arrive à soulever la membrane, gagner 3-4 mm, on peut l'avoir. Euh, une autre chose, quand on a de plusieurs implants, on peut jouer sur l'effet de masse aussi. Donc, on peut aventurer à faire, ne pas faire des sinus lifts par avoir latéral, des petits summers, jouer sur l'effet de masse pour avoir la stabilité. Et on peut gagner aussi de la hauteur. Encore, il y a des techniques ostéotomies qui sont modifiées en utilisant des forêts à extrémité sécurisée. C'est le Sinus Master, on a le 2, le 3 maintenant, je pense que le 4 aussi, c'est dans le marché. Des forêts avec une extrémité qui est sécuritaire et qui va nous permettre d'entrer de 1 mm dans le sinus, élever la membrane et poser notre implant. Il y a encore la technique de Coxy, donc je vous lance cette vidéo.
Donc, grâce à cette soulevée, on va soulever aussi la membrane avec. Vous avez vu maintenant, c'est toujours, il y a une fracture d'un petit triangle qui est collé à la membrane, et le fait de le soulever, on dit qu'on peut soulever aussi la membrane. Il n'y a pas de son. Le son ne sort pas. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas, donc, un résiduel bond, on a une 7 mm de hauteur sous le sinus. Donc, on veut faire un petit soulevé de sinus pour mettre un implant. La technique, c'est on choisit au début les dry lines, c'est en fonction de la hauteur de moins de 7 mm. Et on fait commencer la préparation de ce fourrage, comme c'est indiqué dans cette chirurgie. On prend au début 5, on reste distant de 2 mm par rapport au plancher des sinus. On prépare. Le deuxième aussi, donc on continue le fourrage avec les stops. Et quand on arrive au forêt final, là, on va changer le stop avec un 7 et on va fracturer le bout inférieur et le laisser attaché à la membrane. Et c'est ça, c'est comme ça, on peut avoir une sécurité lors de se soulever. On soulève la membrane et après ça, on peut introduire différentes techniques pour augmenter cette ampleur, soit avec la technique. Donc vous allez voir ici un schéma expliquant comment ça se passe. Donc c'est la le soulevé avec l'air. Donc on a la membrane, elle va partir à droite et à gauche. On va checker la perméabilité de la membrane s'il n'y a pas de perforation. Toujours comme ça. Donc après, c'est l'introduction d'un biomatériau. Et là, il y a différentes techniques aussi. Maintenant, on a le seringue Yusen, qui consiste à faire une pression hydraulique à l'intérieur de la seringue et avec des pistons. Donc on soulève et on injecte et on retire aussi de l'eau saline. Donc on va retirer. Et avec ce mouvement-là, on fait des pressions de 0,5 cc. 0,5 on retire, 0,5 on retire, 0,5 on retire, jusqu'à que la membrane, donc tout ça pour ne pas déchirer la membrane et rester en safe. Une fois c'est fait, on va introduire le matériau à l'intérieur, le compacter, et puis la phase de pose implantaire dans le même jour de la chirurgie. Après avoir compacté, donc on va partir à la pose implantaire. Il y a encore une autre technique, c'est au lieu de poser, de faire la seringue, il y a maintenant le ballon gonflable. C'est mis en B, en fait c'est le même principe, juste qu'à la fin on va mettre un ballon. Ce ballon-là, il va rentrer à l'intérieur, donc on fait le forage. Une fois on a fracturé le plancher du sinus, on prend une seringue et on fait gonfler la membrane à 2 atmosphères, c'est ça. Et une fois elle est à l'intérieur, là, on va jusqu'à 2 atmosphères, puis on dégonfle et en dégonflant, on va pousser la membrane en haut. Donc de cette façon. Donc on gonfle. C'est une opération qu'on répète pendant 5 à 6 fois.
jusqu'à... on dit qu'on peut aller jusqu'à 3 mm de soulevé aussi. Une fois on s'assure du soulevé, on va injecter aussi notre matériau à l'intérieur, bien sûr le compacter et après on pose l'implant. L'augmentation sinusienne par voie crestale au niveau d'un site de petite à moyenne étendue paraît comme une technique reproductible. Mais ça demande de la dextérité. On peut pas il faut aller doucement parce que ça demande de la main. Une courbe d'apprentissage est nécessaire vu son aspect qui est sensible. Il y a encore les gens qui ont proposé le soulevé de sinus en 2 temps. C'est les gens qui ne veulent pas faire des sinus de l'abord latéral. Donc c'est faire le premier après 4 à 5 mois, donc faire un autre soulevé de sinus. Et comme ça, on dit qu'on peut gagner les 5 mm souhaités ou les 6 mm sans passer par un abord latéral. L'abord latéral par lateral window, c'est la technique de référence pour les comblements sinusiens. Elle est indiquée lorsque la hauteur d'os résiduelle est inférieure à 8 mm. La technique, donc on réalise un lambeau d'accès qui a forme trapézoïdale. Il comprend une incision crestale biseautée légèrement décalée en palatin et une décharge mésiale et une distale. L'incision crestale s'étend de la tuberosité maxillaire à la fosse canine, donc ça dépend de la situation. Dans le cas étendu, c'est une incision qui va aller longer toute la crête jusqu'à la fin, mais si on a des dents qui sont à côté, il faut tenir ça en considération. Après l'incision, on va réaliser une petite fenêtre, ça dépend de la situation, une fenêtre qui est trapézoïdale, qui est limitée en avant soit par les dents, soit par le bord antérieur du sinus, au niveau postérieur par la tuberosité maxillaire. En bas, il faut laisser par rapport au plancher une petite cuvette de 2 à 3 mm pour la rétention du matériau. En haut aussi, il faut soulever et prendre en considération la situation de l'ostium pour ne pas bloquer la respiration. Aussi, la situation du trou sous-orbitaire, donc il ne faut pas aller très loin dans les atrophies générales, il ne faut pas aller très, très, très loin, donc il faut prendre en considération les particularités anatomiques. Donc la technique, c'est après avoir décliné le volet, la membrane avec. Donc il y a des gens, bon, ça j'arrive pas à le comprendre, c'est qui enlèvent le volet extérieur et le mettent à côté, puis le remettent. Une fois il est enlevé, c'est un tissu qui est non vascularisé, donc il a la même fonction que l'os qu'on va apporter. Enlever le volet, ça te risque de faire une déchirure qui est pas nécessaire de jouer avec le feu. Donc moi personnellement je laisse vasculariser, c'est beaucoup mieux. Il va former le toit de mon futur implant. La membrane, elle doit être suffisamment décollée pour créer l'espace intrasinusien à combler. C'est à ce moment-là que le comblement est disposé. Et là, il faut il faut vérifier l'intégrité de la membrane, pas de perforation, libération de la respiration, pour ne pas risquer. Donc après avoir soulevé la membrane, on demande au patient de faire des mouvements d'inspiration-expiration. Durant ces mouvements, on contrôle l'intégralité de la membrane, la libération de l'ostium. Est-ce que c'est libre? Est-ce que le patient on n'a pas fait d'obstruction? Est-ce qu'on n'a pas fait une déchirure là où on va mettre le tissu le matériau de comblement risque de dépasser, partir un côté.
Ensuite, une membrane résorbable de type BioGuide est placée pour éviter toute fuite de matériaux. Et enfin, le lambeau est positionné et suturé de façon hermétique. Donc la première phase, c'est l'ouverture, décliner le lambeau, mettre le matériau de comblement et puis suture. Et là, ça dépend de votre stabilité primaire. Si vous pouvez avoir une stabilité primaire, ça veut dire que vous avez une hauteur sous-sinusienne de 5 à 6 mm, là, on peut mettre l'implant aussi. Sinon, il faut mettre le matériau, attendre la cicatrisation, puis implanter dans une date ultérieure. Donc, soulever trapézoïdal, moi je suis pour se soulever trapézoïdal, je déteste les incisions circulaires lunaires parce qu'à la fin, adapter les berces c'est vraiment difficile, donc j'essaie de laisser des angles aigus, ça me facilite le repositionnement du lambeau à la fin, donc ça me donne des paramètres, surtout après la manipulation du tissu. Parfois on fait limer des crêtes et on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à voir la position primaire. Donc toujours les incisions doivent avoir biseauté à angle et ça va permettre le repositionnement adéquat, comme vous avez vu ici. Donc un angle ici, un angle là, et toujours à la fin, repositionner un lambeau, ça va devenir une chose qui est très très facile. S'éloigner de la dent à côté, bien sûr, prendre ça en considération. Faire une bonne ouverture qui est large, qui va te permettre une bonne visibilité, soulever la membrane, mettre le matériau de comblement avec une membrane de collagène qui est résorbable pour créer un autre mur qu'on a éliminé. Et à la fin, donc c'est le contrôle radiologique après la pose implantaire. Un autre cas aussi, donc avec des fraises type Ramel, c'est des fraises de Sinus Master. Donc c'est des fraises qui te donnent la sécurité de ne pas toucher la membrane. Soulever, mettre du matériau de comblement, membrane à la fin, et puis fermer. Et toujours des incisions de type trapézoïdal. Encore, il y a une autre technique qu'on appelle le piqué de tente. C'est une technique qui est une variante au comblement sinusien. En fait, on réalise l'ouverture, mais on ne met rien. Parce qu'on juge que la stabilité du caillot sanguin est largement suffisante pour avoir de l'os. Puisqu'on est dans un compartiment qui est délimité par des parois osseuses, automatiquement, à la fin, on va avoir comme cicatrisation, c'est que de l'os. Voilà le cas, donc une ouverture, pose de l'implant. L'implant, il va tenir la membrane sinusienne en piqué de tente. Et vous voyez, après 6 mois, on a une formation osseuse qui est très claire dans la radio de contrôle. Avant de parler du choix de matériaux, donc je précise, il faut parler de la cicatrisation osseuse. Comment elle se déroule cette cicatrisation? C'est très important. Donc, au cours de la cicatrisation osseuse, on a des cellules bordantes. Les cellules bordantes, elles vont être attaquées, elles vont se rétrécir et laisser la place pour des cellules, on appelle ça les cellules mésenchymateuses, qui vont se différencier en préostéoblastes. Ces cellules préostéoblastiques, elles vont exprimer un ligand qui s'appelle le RANK. Et ce RANK-là, il va appeler des cellules. Vous allez voir maintenant. Donc désolé, il y a problème de son, donc j'essaie. Donc les cellules mésenchymateuses, elles vont se différencier en cellules préostéoblastiques. Ces cellules préostéoblastiques, elles vont activer le RANK. Le RANK, ce qui va attirer les cellules pro-ostéoclastiques de résorption, qui vont lier au RANK et vont fusionner, ils vont se différencier et fusionner et donner une cellule multinucléée qu'on appelle l'ostéoclaste, qui va avoir une bordure à son extrémité
il va commencer à réparer la fissure ou commencer la cicatrisation. Donc quand on met un matériau de comblement, c'est le phénomène qui doit se passer au premier. C'est des cellules qui vont venir manger, ranger ce matériau de comblement, et après, avec des enzymes lytiques, ils vont liser la matière collagénique et tout ce qui est minéral. Et après, il y a une activation des pré-ostéoblastes en ostéoblastes qui va mettre en une ostéoprotégérine qui va inhiber la liaison avec les ostéoblastes. Et là c'est la phase de reconstruction. Donc, c'est les cellules qui vont venir faire le dépôt ostéoïde. Le dépôt ostéoïde qui va se minéraliser après et nous donner le bloc osseux. Avec le dépôt des phosphatases alcalines, le collagène type 1. Et donc, on a à la fin la formation de l'os, l'os qu'on connaît. Donc, lors d'une chirurgie sinusienne, il faut attendre ce phénomène, il faut attendre le bloc osseux pour faire la mise en charge. Parce que si on met un matériau et on n'attend pas ce remaniement, la mise en charge précoce et la mise en charge de l'implant, elle va nuire à ce phénomène et on va perdre notre implant. C'est pour ça, donc, on va parler un peu des choix du matériau de comblement. Donc, on a à notre disposition la fameuse classification. On a l'os autogène prélevé soit de la symphyse, soit de la région ramique qu'on va broyer après et mettre en poudre à l'intérieur de la cavité. Donc, c'est le premier choix. Des allogreffes qui peuvent être minéralisés, on préfère les déminéraliser, c'est des tissus osseux prélevés du cadavre, traités d'une manière à ne pas donner de réaction lors de la greffe. Les xénogreffes sont des greffes dans lesquelles du greffon est emprunté à un sujet d'espèce différente, normalement c'est du type animal. Et les matériaux alloplastiques sous forme de bêta-TCP, l'hydroxyapatite, les verres céramiques. Donc, c'est des matériaux qu'on utilise aussi pour favoriser une régénération osseuse. Ils ont une activité ostéoconductrice, ça veut dire qu'ils ont pas la capacité de former de l'os, c'est juste une matrice sur laquelle les cellules osseuses elles vont venir et sécréter une matrice ostéoïde. On a aussi les produits dérivés du sang. Maintenant, on a les PRP qui sont riches en facteurs de croissance. Le PRF, c'est un concentré plaquettaire aussi qui va libérer des facteurs de croissance quand on le met, mais ça reste approuvé. Il y a maintenant le Bone Morphogenetic Protein, c'est le BMP, c'est la nouvelle tendance maintenant actuelle aux États-Unis. Ça a un effet ostéo-inducteur. Maintenant, au niveau moléculaire, ça commence à avoir plus d'impact et plus de travail sur ce type de molécules. Les Palt Derivative Factors, c'est des facteurs de croissance qui vont activer les cellules mésenchymateuses. Et les TGF-bêta, c'est des facteurs de croissance qui vont responsables de la différenciation du contrôle des mitoses cellulaires. Avant de choisir le matériau, je vous invite à faire un petit tour dans la littérature. Et le résumé que j'ai trouvé, c'est que tous les matériaux se valent. Donc, si on fait dans une large review de 17 études de 405, le synthétique, donc la greffe osseuse synthétique avec la greffe autogène, ils disent que c'est la même chose, donc on a la même efficacité. Aussi, Kane et Stelze, ils ont prouvé que le bone substitute were not inferior to autogenies, donc les chirurgies avec introduction de matériaux, c'est la même efficacité aussi pour ça avec l'os autogène. D'autres études aussi montrent non-difference success rate between synthetic materials and autogenous bone, donc toujours dans la même thématique, donc il n'y a pas de différence entre les différents matériaux. On a beaucoup de matériaux, mais toutes les études montrent qu'il n'y a pas de différence. D'autres méta-analyses confirment la même chose, donc toujours, c'est la seule chose. Donc en ajoutant du BMP, on va voir plus d'efficacité, mais encore une autre fois, la pose du matériau
pour le soulevé de sinus ou n'importe quel matériau, c'est la même efficacité. Notre étude en 2018 parle qu'il y a, on est à 97% de réussite. L'MSFA, c'est le Maxillary Sinus Floor Augmentation, c'est l'augmentation du sinus maxillaire par rapport latéral. Et on dit qu'avec l'os autogène, on est à 97%, avec l'os bovin, on est à 95%, donc on est presque dans même proportion. Le contact osseux, os-implant aussi a été évalué dans la littérature. Il a montré que l'autogénique bone hors combinaison, donc on dit que toujours le contact avec l'implant, quand on fait greffer de l'os autogène, on a plus de contact que quand on met un os non autogène. Donc, ce que je voulais dire durant cette petite synthèse, c'est que mettre des matériaux dans la littérature dit que ce que vous allez mettre, ça va réussir. Donc, si on met de l'autogène, du xénogreffe, de l'allogreffe, de l'os synthétique, on va réussir notre greffe. Bon. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on doit mixer ou pas mixer? Est-ce qu'on doit prendre que l'os tout seul ou mixer avec un autre? Quel matériau choisir? Donc, logiquement, on va choisir le moins cher, puisque tous se valent. Donc, pourquoi acheter des matériaux qui sont chers? Et à la fin, donc le moins cher, il va être plus efficace. Et le problème qu'on a, parce qu'on était cadré durant nos études, notre réflexion sur la nature de l'os, est-ce qu'on prend de l'auto, du xéno, donc c'était aberrant parce qu'on était cadré dans une classification qui nous a dirigés pendant le travail. Alors que moi, la petite synthèse, c'est que le problème, ce n'est pas ça. C'est est-ce qu'on va choisir un matériau à résorption rapide ou un matériau à résorption lente, ou associé à un matériau à résorption rapide avec un matériau de résorption lente. Donc je vois que le problème est plus le choix de matériaux à résorption, comme je vous ai montré durant la vidéo, qui va se résorber et me donner de l'os vivant que je souhaite avoir pour mettre en charge. Ça, c'est plus ça que mettre un matériau que je juge être capable de me donner de l'os, il ne me donne pas de l'os. Donc est-ce que je veux, je pense que les firmes maintenant, ils ne veulent pas assurer cette responsabilité de nous fournir des matériaux avec des cahiers de charges. Donc ce matériau-là, il va se résorber dans 3-4 mois et assumer ça. Donc on est resté dans une autre classification qui est loin de la réalité clinique en tant que clinicien. Mettre un matériau, il faut savoir quand ça va se résorber. Et pourquoi mélanger les deux? Et je vous invite maintenant à quelques situations cliniques pour parler un peu de ça. Donc, si je suis devant un sinus que déjà j'ai ma stabilité primaire assurée par une hauteur suffisante sous sinus de 6 à 8 et je juge une stabilité primaire, donc le choix de matériaux dans ma greffe, il va prendre en considération que j'ai déjà une stabilité. Donc, ce que je veux mettre, ça va marcher, pas de souci. Mais si je suis dans un sinus qui a un volume important à régénérer et que je dois chercher de la stabilité primaire après 6 ou 8 mois, ouvrir et mettre mon implant, et c'est ça ce qui est problématique. Il faut mettre un matériau qui doit se résorber le plus vite possible pour me donner un nouvel os régénéré qui va me donner la stabilité de mon implant et la mise en charge de mon implant. Mais le problème qui se passe, si encore cet os il se résorbe très très rapidement, on va avoir un effondrement de la membrane et on a une perte volumétrique de la membrane. Donc la problématique aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tout simplement, il faut mélanger.
Il faut mélanger un os à résorption rapide avec un os qui a une résorption lente. Donc avant, on faisait la fameuse 50-50 pour cet intérêt. Donc on faisait le 50% d'os pour qu'il disparaisse le plus tôt possible et il doit être régénéré avec un nouvel os qui est vivable. Et l'autre qui va tenir la membrane loin pour que le volume que j'ai créé au début ne s'effondre pas. L'erreur, c'était on avait des architectures membranes osseuses qui étaient pas adéquates. Maintenant, c'est fini, c'est au niveau international. Maintenant, on fait des greffes à étage. La greffe à étage, on fait introduire le matériau à résorption rapide, le premier, et au-dessus, un matériau à résorption lente. Donc le matériau à résorption rapide, le premier, il va vite se résorber via la physiologie du patient et me donner de l'os vivant qui va s'intégrer et qui va me donner du vrai os capable de se mettre en charge le plus tôt possible. Et l'autre matériau en haut, il va me laisser la membrane qui est soulevée ne pas s'effondrer et comme ça, je vois que il faut partir dans cette logique pour réaliser les greffes. Et même dans les greffes latérales, choisir un matériau qui se résorbe pas, il faut partir à des matériaux, à switcher entre les deux. Un matériau qui se résorbe le plus tôt possible et l'autre il va constituer une barrière latérale contre une infiltration fibroblastique, contre laisser le volume adéquat. Deuxièmement, il faut dégager. Quand vous allez voir sur cette coupe, le sinus, c'est dégager la membrane et laisser à nu des parois osseuses. Et c'est de là qu'on va avoir l'activité ostéogénique qui va venir des parois osseuses. Ce n'est pas du milieu, donc on ne va pas créer juste un vide et laisser le vide se combler. Il va se combler, mais ça prend beaucoup de temps. L'os, il va venir à partir des parois osseuses. Donc il faut chercher un contact osseux lors de la chirurgie des sinus. Donc on va aller jusqu'à la paroi médiale, la paroi antérieure, parfois la paroi postérieure, soulever la membrane, mettre un matériau qui va juste maintenir le caillot au milieu et laisser les cellules osseuses venir des parois osseuses des différentes situations. Donc de la paroi médiale, de la paroi postérieure et de la paroi antérieure et des parois aussi latérales qu'on n'a pas touchées. Comme vous voyez dans cette coupe, l'os qui vient des différentes parois pour s'attacher à l'implant. Et vous allez voir qu'il y a encore du vide entre les implants. Ça veut dire qu'il faut attendre encore du temps parce que le remaniement osseux, on a des turnovers de 4 mois. 4 mois, donc parfois dans les reconstructions étendues, il faut attendre, il faut laisser encore du temps. C'est les premiers 4 mois, les deuxièmes 4 mois, parfois on peut faire la mise en charge, mais ça va être après minimum 8 mois dans les grandes reconstitutions. Et à partir de 8 mois, la physiologie va continuer et la position elle va continuer. Donc, petit cas de figure, donc un patient qui veut une réhabilitation postérieure, on a réalisé un sinus lift. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la réalisation de sinus lift, déjà ma stabilité primaire, elle est assurée par la partie coronaire. Donc, ce que je vais mettre en haut, je vais choisir le matériau le moins cher. Ça ne sert à rien d'investir sur des matériaux qui sont chers, donc je choisis n'importe quoi parce que déjà ma stabilité primaire, j'ai réalisé ma fenêtre, j'ai réalisé mon étanchéité. Donc le caillot sanguin, il est maintenu à l'intérieur, j'ai que des parois osseuses, donc ça va cicatriser. En os, on ne va pas avoir du muscle à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien d'investir sur des matériaux qui sont chers. Donc ce que je veux mettre, je le mets. Contrôle radio, et vous allez voir dans cette comparaison le soulevé, la qualité osseuse qui est remarquable à côté, à droite et à gauche, mais sincèrement pour le choix du matériau, dans ce cas précis, j'ai une stabilité primaire qui ne me nécessite pas investir dans des matériaux qui sont chers. Donc on peut mettre juste du PRF, on ne peut rien mettre, donc ça va marcher.
À notre cas, on a un effondrement postérieur, une réhabilitation sur la 13 et la 16. On veut faire un sinus lift, aussi une greffe osseuse au niveau de la 13. Le choix du matériau aussi, il va prendre en considération cette situation.